Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse des IO de 1945. Je tiens à préciser qu'étant donné que ces IO ne sont pas toujours très explicites, j'ai dû faire des interprétations personnelles. Du coup, ce que je vais dire ce n'est que mon avis, donc je vais essayer d'argumenter le plus possible mes prises de position. Dans tous les cas, je vous invite à lire ces IO par vous-même pour vous faire votre propre opinion. Dès le début de ces IO, on voit qu'il y a une énorme volonté de rompre avec Vichy et la méthode naturelle. On parle de mettre un terme à l'orthodoxie doctrinale et à l'obligation faite aux professeurs de pratiquer une seule méthode, imposée uniformément à tous. Pour moi, il y a une part d'exagération dans ces écrits, car dans les IO de 1941, il n'y avait pas d'obligation de pratiquer une seule méthode, même s'il est vrai que la méthode naturelle dominait. On souhaite donner plus de liberté aux enseignants, même si les principes de ces IO doivent être fermement respectés. Il est écrit que tout enseignant peut, dans l'organisation et la conduite de ses leçons, laisser libre cours à sa personnalité et à son initiative en vue d'obtenir les meilleurs résultats possibles. En gros, on annonce que ces IO seront courts et parfois imprécis, et qu'il s'agira pour les enseignants de s'adapter en fonction de leur contexte particulier. On préconise la formation dès le début de l'année de 4 groupes physiologiques. Dans le groupe 1, l'élève peut suivre un entraînement normal, les compétitions sportives prévues pour son âge, et s'inscrire à l'AS. Dans le groupe 2, ce sont les élèves moyens qui peuvent aussi s'inscrire à l'AS, mais ne peuvent pratiquer que de petites compétitions. Dans le groupe 3, ce sont les élèves aménagés, pour lesquels la gymnastique de maintien doit être présente. Dans le groupe 4, ce sont les élèves dispensés d'éducation physique traditionnelle, ils doivent suivre des cours de gymnastique corrective dans l'établissement ou en dehors. Dès la première page des IO, on peut lire que la méthode naturelle est associée au travail foncier et utilitaire. Par conséquent, à chaque fois que le travail foncier sera abordé, on sait que cela fera référence à la méthode naturelle. La méthode naturelle répond aussi à l'enjeu sanitaire au même titre que la gymnastique suédoise. La méthode à utiliser est fonction de l'objectif à atteindre. Il y a 3 objectifs majeurs dans ces IO. L'objectif sanitaire et hygiénique, auquel l'EP répond dans son ensemble, l'objectif de développement de la valeur physique, auquel répond particulièrement le travail foncier, et l'objectif social et de développement du caractère, auquel répond particulièrement l'éducation sportive. Pour résumer, l'objectif sanitaire est atteignable autant par la méthode suédoise que par la méthode naturelle et la méthode sportive. L'objectif de développement de la valeur physique est surtout accessible par le biais de la méthode naturelle, alors que l'objectif social et de développement du caractère est surtout accessible par la méthode sportive. Mais la méthode à utiliser semble aussi fonction du moment de la leçon. Il semble que les leçons dites régulières sont plutôt le lieu de la méthode naturelle et de la méthode suédoise, alors que la demi-journée de plein air semble plus favorable au jeu et au sport. Les séances de plein air semblent être un moment où les efforts plus intenses sont acceptés. On explique que les élèves sont plus disposés à l'effort qu'au cours des leçons. Par ailleurs, la demi-journée de plein air est aussi un lieu où l'on fait clairement la promotion de la pédagogie active. On peut dire que les séances de plein air peuvent amorcer l'orientation de toute la pédagogie vers la pratique des méthodes actives. Explicitement, il n'y a pas de hiérarchie entre les méthodes, mais implicitement, après plusieurs lectures des IO, je suis convaincu que la méthode naturelle reste, comme pour les IO de 1941, prédominante sur les autres méthodes. Elle est suivie par la méthode sportive, alors que la méthode suédoise semble plus en retrait. Ce n'est que mon avis, et je vais vraiment essayer de bien l'argumenter, car je n'ai jamais lu d'article d'auteur ayant la même interprétation que moi de ces IO de 1945. Je pense que cet écart entre ce qui est dit explicitement et ce qui est dit implicitement s'explique par le contexte historique. Je suppose qu'il aurait été très mal vu de se mettre dans une certaine continuité avec les IO de 1941 publiés sous Vichy, et que cela faisait mieux de se mettre en rupture avec la méthode naturelle, mise au pinacle sous l'occupation. Pour moi, l'explication au fait que la méthode naturelle soit restée la méthode dominante malgré le contexte sanitaire d'après-guerre s'explique par le fait que la méthode naturelle est alors non seulement reconnue pour son intérêt sur le plan du travail foncier, mais aussi sur le plan sanitaire. D'ailleurs, on peut lire que les exercices utilitaires ou naturels ont une valeur de maintien. J'ai remarqué une multitude d'éléments qui indiquent la domination de la méthode naturelle sur les autres méthodes. L'élément le plus marquant, c'est que la méthode naturelle est la méthode prioritaire pour les enfants de 6 à 16 ans, c'est-à-dire sur la totalité de la scolarité obligatoire et même au-delà. En effet, les IO classent les exercices pour les différentes classes d'âge par ordre de priorité décroissante, et de 6 à 16 ans, c'est la méthode naturelle qui est quasi systématiquement la méthode prioritaire. Par ailleurs, si on prend l'organisation temporelle de l'année, on remarque que la méthode naturelle est potentiellement présente 30 semaines sur 40. La présence annuelle de la méthode naturelle est donc extrêmement forte. En ce qui concerne la méthode suédoise, j'ai remarqué de nombreux éléments qui attestent de sa mise en retrait. Tout d'abord, si on fait la même analyse que pour la méthode naturelle, on remarque que la méthode suédoise est toujours la dernière méthode en termes de priorité. Il y a juste une petite exception pour les élèves âgés de 12-13 ans jusqu'à 15-16 ans et appartenant au groupe physiologique 3. Dans ce cas, la gymnastique suédoise devient effectivement prioritaire.
On notera que cette exception est peu significative, elle concerne un seul groupe et se fait à un âge qui est quasiment en dehors de la scolarité obligatoire. Ensuite, certaines phrases sont très éloquentes et dévalorisent nettement la gymnastique suédoise. Par exemple, il est écrit qu'il faut éviter le plus possible les mouvements artificiels sur place. Tout cela montre clairement la mise en retrait de la méthode suédoise. Par ailleurs, quand on regarde la proportion de méthode suédoise qui est préconisée dans une leçon des élèves du groupe 3, on peut être vraiment étonné. On aurait pu s'attendre à une énorme proportion de méthode suédoise pour les élèves de ce groupe. Pourtant, c'est seulement 10% de la leçon entre 6 et 9 ans et 20% entre 9 et 12 ans. C'est lors de la période pubertaire que le législateur estime que la correction des attitudes défectueuses par la méthode suédoise est la plus nécessaire, mais pourtant cela ne dépasse jamais 50%. Ces proportions semblent très faibles et sont un élément de plus en faveur de l'idée d'une méthode suédoise en retrait dans ces IO de 1945. Pour résumer, le seul endroit où la méthode suédoise est réellement dominante dans les IO de 1945, c'est au sujet des élèves du groupe 4, pour qui la gymnastique corrective est le seul type d'exercice recommandé. Comme nous l'avons vu, la méthode suédoise trouve une place modérée, voire faible dans le groupe 3, et une place minime, voire inexistante dans les groupes 1 et 2. De plus, selon l'organisation temporelle de l'année qui est proposée dans les IO, la méthode suédoise est potentiellement présente lors des 17 premières semaines, mais les 23 semaines de l'année qui suivent laissent place à la méthode naturelle et à la méthode sportive. La présence annuelle de la gymnastique suédoise est donc significative sans être très importante, puisqu'elle représente moins de la moitié de l'année. Maintenant, on va évoquer la place des sports et de la méthode sportive. Cette place est plutôt secondaire. Seulement les 6 dernières semaines de l'année sont préconisées pour le sport. Par ailleurs, à aucun moment de la scolarité obligatoire, les sports ne constituent des activités prioritaires. Il n'y a qu'à partir de 15-16 ans que la méthode sportive devient une méthode prioritaire. Par contre, comme dans les IO de 1941, l'initiation sportive est recommandée dès 9-10 ans, et même si elle ne constitue qu'une étude des gestes techniques, on peut considérer que c'est une forme de valorisation du sport dans ces IO. Enfin, comme nous l'avons vu, le sport est aussi nettement mis en avant lors des séances de plein air. En gros, la place de la méthode sportive est secondaire par rapport à la méthode naturelle, mais malgré tout, les sports et l'initiation sportive sont quand même valorisés dans ces IO. En ce qui concerne le contrôle de l'EP, il reste omniprésent et on peut lire que le contrôle de l'éducation physique sera réalisé par le moyen d'un livret d'éducation physique et sportive, utilisable de 5 à 21 ans, et de fiches annuelles complétant le livret. Avant de conclure, j'aimerais rajouter un élément au sujet de la méthode naturelle. Dans les IO de 1941, les exercices de locomotion, et plus particulièrement la course, étaient les exercices les plus privilégiés. Avec les IO de 1945, il semble qu'on repasse à un fonctionnement équilibré et alterné entre les familles, comme dans la méthode française de 1925. On parle de suite d'exercices alternés, et on affirme qu'aucune famille ne sera négligée au bénéfice d'une autre. Donc pour conclure rapidement cette vidéo, l'éducation physique a 3 objectifs phares dans ses instructions officielles. L'objectif sanitaire, qui reste l'objectif principal et qui est assumé par les diverses méthodes, la méthode suédoise et la méthode naturelle principalement. L'objectif de développement de la valeur physique, qui est assumé par la méthode naturelle. Et enfin l'objectif social et de développement du caractère, qui est principalement assumé par la méthode sportive. Je pense avoir démontré que les IO de 1945 hiérarchisent implicitement les contenus. La méthode naturelle est très valorisée, les sports également, alors que la gymnastique suédoise est plus en retrait. Sur ce point, les IO de 1945 sont plutôt dans la continuité des IO de 1941, contrairement à ce que le législateur annonçait dans l'avant-propos. Enfin, la demi-journée de plein air semble laisser plus de place au sport et aux pédagogies actives. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.